Bassem Loukil, merci de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cette interview-là. Vous êtes un homme d'affaires tunisien. Vous êtes né en 1984 en Tunisie. Vous avez un diplôme d'informatique à l'université Georgia State University. Euh, Pouvez-vous nous faire la présentation de votre groupe, le groupe Loukil? Tout à fait. Juste une petite correction. Je suis né en 1965. Le groupe Loukil, c'est un groupe privé aujourd'hui de 34 sociétés avec 1400, avec 4500 employés et opérant sur 7 pays à l'étranger en dehors de la Tunisie, dans 5 pays africains. Aujourd'hui, nous couvrons pratiquement 4 activités majeures. Nous sommes dans le secteur de l'automobile, nous sommes dans le secteur tout ce qui est industrie mécanique et métallurgique. Nous sommes aussi dans tout ce qui est agro-industrie, équipements agricoles et fertilisants. Et nous sommes dans tout ce qui est services divers, de l'immobilier aux finances, au service de l'exportation et au développement à l'international. Vous avez pris le choix d'investir plus en Afrique subsaharienne. Quelle est la pertinence de cette décision-là? Alors, vous savez, nous sommes présents sur le continent africain depuis 1987. C'est pas nouveau. Mon père a commencé son premier périple africain en 87 et il a visité à peu près 7 pays africains. Et depuis, on a eu cette piqûre africaine. Pendant un moment donné, on était totalement absent parce qu'il n'y avait pas une politique d'encouragement pour aller vers l'Afrique. Il y avait beaucoup de problèmes logistiques aussi. On ne pouvait pas exporter vers l'Afrique par manque de moyens aériens, par manque de transport maritime, très peu de représentation diplomatique, pour ne pas parler des problèmes de financement sur le continent africain. Mais depuis la Révolution, je pense que les esprits se sont déchaînés, les volontés se sont exprimées et nous avons décidé depuis 2011-2012 même de reprendre le chemin de l'Afrique et de pousser ses frontières et ses limites, non seulement pour le groupe, mais pour l'ensemble des hommes d'affaires tunisiens. Justement, Bassem Loukil, comment se porte l'économie tunisienne depuis la révolution de le bourrasque arabe, oui, la révolution de 2011? Pour le moment, on cherche. Toujours notre chemin. Vous savez, c'est pas facile de gérer un pays où pour qu'une économie d'un pays se porte bien, quand on a vécu 8 gouvernements successifs en moins de 7 ans. Il n'y avait pas une politique claire, il manquait énormément de stabilité politique. Quand vous changez de gouvernement comme on change de chaussettes, ça devient difficile d'avoir une vision et une stratégie stable pour l'économie. Donc l'économie tunisienne aujourd'hui passe par des moments très difficiles, certes. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Le défi sécuritaire est peut-être maintenant relégué à la deuxième position après la révolution et après les attentats que nous avons vécu. Aujourd'hui, je pense que le problème de la finance publique, le problème de la stabilité de la monnaie, le problème aussi avec les centrales syndicales, ce bras de fer qui existe aujourd'hui entre les syndicats et le gouvernement, mais aussi entre les syndicats et le secteur privé. Tout ça fait qu'il y a une baisse de productivité, il y a un blocage quelque part entre la classe sociale, la classe moyenne et la classe gouvernante. Donc ce blocage fait que l'économie avance très très mal, les finances publiques aussi, et nous vivons peut-être une des périodes les plus difficiles de l'histoire de la Tunisie. En 2015, vous avez mis en place une organisation qui s'appelle TABC, Tunisia African Business Council. Quelle est l'utilité de cette organisation? Alors, quand on a vu qu'aucun des gouvernements qui se sont précédés ne s'est intéressé à l'Afrique, alors que les deux marchés traditionnels de la Tunisie, qui étaient l'Algérie et la Libye, ont été pratiquement fermés pendant des 5 ou 6 ans, soit pour des raisons politiques avec l'Algérie, soit pour des raisons sécuritaires et la situation même de la Libye, nous avons décidé de former nous-mêmes une vision, de nous former nous-mêmes, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui désirent justement s'implanter et s'orienter vers l'Afrique, de se réunir autour d'un cercle, autour d'une association qu'on a dénommée le Conseil d'affaires tunisien-africain, le Tunisia Africa Business Council, et de forger une voie, de forger une stratégie pour aller développer nos échanges avec le continent africain et de repositionner justement la Tunisie dans son continent. Donc nous avons choisi des hommes d'affaires qui opèrent déjà sur l'Afrique, qui connaissent le terrain, qui ont de l'expérience et qui peuvent aider d'autres
hommes d'affaires novices sur le terrain africain à nous accompagner et à nous aider à leur ouvrir les portes, à leur montrer le chemin et par la suite, bien évidemment, se développer par eux-mêmes. Donc ce conseil d'affaires était constitué en 2015 spécialement pour cette optique. Et nous avons, je pense, réussi à le faire puisque depuis pratiquement 2016, en Tunisie, il n'y a pas une semaine, on ne parle pas d'une stratégie africaine, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un événement qui parle de l'Afrique, des relations avec l'Afrique ou des missions soit vers l'Afrique ou des missions d'hommes d'affaires et des personnalités africaines vers la Tunisie. Vous savez que l'Afrique est un continent qui a été balkanisé. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas un marché commun. Quels sont les blocages et les problèmes auxquels vous vous confrontez tous les jours par rapport à cette ambition de vous investir en Afrique? Alors, il y a ce qu'on appelle les problèmes traditionnels qui sont d'ordre logistique, l'absence de financement, c'est-à-dire que l'absence des banques tunisiennes sur le continent est un grand handicap pour les hommes d'affaires et les opérateurs économiques tunisiens, que ce soit pour le financement du commerce ou de l'investissement. La faible présence diplomatique même de la Tunisie, nous sommes à 7 représentations diplomatiques et nous étions réduits à 4 il y a pendant presque 20 ans. L'ère de Ben Ali n'a pas vu naître de nouvelles ambassades ou représentations diplomatiques. Donc nous avions vraiment une absence de présence diplomatique assez importante et assez constatée sur le continent. Aujourd'hui, ce qu'on constate aussi, c'est que là où on va, on trouve qu'il y a toujours des conventions bilatérales qui lient ces pays à un pays européen, si ce n'est pas un pays de l'Afrique du Nord concurrent au nôtre, qui bloquent ou qui servent de blocage pour ralentir l'accès à ces marchés-là à des pays comme le nôtre, comme la Tunisie. Un. Deux, très souvent, il y a des crédits qui sont accordés à ces pays-là pour le développement, ce qu'on appelle les nouveaux plans de développement qui sont la mode aujourd'hui en Afrique. Ces plans d'investissement et ce financement, généralement, favorisent les traités, favorisent les acquisitions ou l'obtention et l'octroi de ces marchés-là aux ressortissants de ces pays qui ont financé. En quelque sorte, c'est légitime. Sauf que ces financements et ces projets ne favorisent pas le commerce intra-africain, ne favorisent pas l'émergence de sociétés africaines capables demain de concurrencer ces sociétés multinationales sur ces mêmes secteurs. Quand vous lancez des appels d'offres spécifiques et vous dites que seuls les ressortissants des pays de la communauté européenne sont éligibles à ces appels d'offres, alors que c'est un appel d'offres qui peut être exécuté au Rwanda, au Sénégal, au Ghana ou au Burkina. Comment allons-nous justement développer ces expériences? Comment allons-nous développer ces sociétés capables justement d'évoluer sur le continent africain si on n'a jamais l'occasion de participer? Le dernier problème qui reste toujours majeur, c'est même quand on signe des conventions, elles traînent ou elles laissent des années pour être appliquées. Alors que ces mêmes conventions, si elles sont signées avec la France, l'Allemagne ou l'Italie, elles sont tout de suite exécutées, elles sont tout de suite mises en place. Donc il y a un problème de volonté parfois, ou alors une ingérence des pays tiers qui veulent avoir ce continent africain et ces marchés comme leur chasse gardée. Alors, l'association que vous dirigez, la Tunisie African Business Council, a tenu ce matin à Dakar, à l'hôtel Novotel, un forum entre la Tunisie et notre pays, le Sénégal. Pourquoi ce choix porté envers Dakar? Écoutez, le Sénégal, c'est un pays qui est très sophistiqué par rapport aux pays de la région. Les infrastructures, les industries qui sont développées, sa démocratie aussi est assez avancée par rapport à plusieurs autres pays. Et donc cela, c'est un gage de sécurité pour les investisseurs tunisiens qui vont s'installer quelque part et rayonner sur une zone et utiliser un pays comme le Sénégal comme plateforme de lance ou de lancement vers les autres pays, que ce soit pour s'installer industriellement ou alors par le biais de centres de distribution en partenariat avec les hommes d'affaires locaux. Pour nous, le Sénégal, c'est un marché qui n'est pas facile, c'est un marché difficile, pour lequel il faut se préparer, pour lequel il faut vraiment se doter de plusieurs atouts pour pouvoir le conquérir, si j'ose dire, ou le découvrir. Et donc, si vous constatez, on a mis 3 ans pour venir au Sénégal.
On a été un peu partout, sauf le Sénégal. On a choisi cette date-là et ce moment-là pour venir au Sénégal parce qu'on estime qu'avec l'ouverture de la ligne maritime qui va de Tunis à Dakar, à Abidjan et à Accra, avec le fait que nous avons un vol presque quotidien. Tunis-Dakar, c'est 6 jours par semaine, c'est pas peu. L'histoire qui nous lie depuis les années 60, le fait que nos chiffres et nos exportations vers le Sénégal ont évolué sur les 5 dernières années d'une manière régulière d'à peu près 15%. Le Sénégal aujourd'hui c'est notre 21e client sur l'ensemble de nos exportations. Le Sénégal s'apprête. Le président Macky Sall, depuis son élection en 2012, a lancé une stratégie de développement économique dénommée le plan Sénégal émergent. Quelle appréciation faites-vous de son application actuelle, après avoir visité véritablement J'étais à la zone industrielle tout à l'heure et j'ai constaté qu'il y a vraiment une accélération. Justement, très souvent, dans pas mal des pays africains, on entend un langage, des promesses, et sur le terrain, on ne trouve pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qu'on constate, pas uniquement au Sénégal, mais peut-être c'est plus accentué encore au Sénégal, puisqu'on voit l'infrastructure sur place, on voit des multinationales qui s'installent, on voit aussi des Maghrébins, des Tunisiens, des Marocains, des Turcs qui s'installent et qui s'engagent. Je pense que cela dénote du sérieux et de la crédibilité que ce plan a eu auprès des investisseurs internationaux. L'infrastructure existe, on commence à voir des choses qui prennent forme, des projets qui voient le jour. Je pense que la crédibilité justement qu'a pu avoir le président Macky Sall est en train de rendre du Sénégal peut-être une destination favorite de l'investissement étranger destiné vers l'Afrique et dont nous les Tunisiens. Quelles sont les opportunités d'affaires qui peuvent se faire entre nos deux pays, entre le Sénégal et notamment la Tunisie? Il y a 4 secteurs d'activité qui peuvent vraiment évoluer d'une manière extraordinaire. Le secteur de la santé, l'enseignement supérieur dans les deux sens, l'installation d'universités privées ici, ou alors les échanges avec les universités des étudiants en Tunisie. Vous avez tout ce qui concerne l'agro-industrie. Je pense qu'il y a énormément de potentiel pour l'installation d'usines de transformation de produits alimentaires ici au Sénégal. Vos voisins produisent énormément de produits, vous aussi, et je pense qu'il y a moyen de transformer et d'exporter à partir du Sénégal pas mal de produits alimentaires vers l'Europe. Et puis il y a aussi, quand je vois cette explosion immobilière, ce développement immobilier, je pense qu'il y a lieu pour tout ce qui est matériaux de construction, que ce soit en importation, même l'installation d'usines de pas mal de produits rentrant dans tout ce qui est habitation ici au Sénégal. Bassem Loukil, vous êtes un homme d'affaires d'une certaine dimension, vous faites partie des 50 hommes les plus influents du continent. On a tendance à voir des opérateurs économiques s'engager en politique. Qu'est-ce qui explique ce phénomène d'après votre appréciation? Auparavant, les dictatures n'ont jamais justement laissé le terrain ou laissé la chance à la conversion d'hommes d'affaires en hommes politiques. 1. 2. Il y a toujours eu aussi ce mélange et ce rapprochement de fait de la dictature entre les hommes d'affaires et les hommes politiques. Tous mouillés et tous aller dans le même sens. Aujourd'hui, avec cette séparation, l'émergence de certaines démocraties sur le continent africain, je pense que c'est légitime que certains hommes d'affaires qui ont atteint une certaine maturité, ou alors qui ont envie de faire de la politique, s'engagent en politique. Ça ne doit pas être un tabou, ça ne doit pas être généralisé, mais il y a énormément d'exemples aujourd'hui dans le monde qui en donnent appétit aussi. Hein. Le dernier exemple, Donald Trump. Il ne faut pas aller très loin. Donald Trump, la famille Hariri au Liban. Notre ami Georges Weah, en football devenu président, Patrice Talon au Bénin, et qui réussissent. Il est encore tôt de juger du mandat de Donald Trump, mais les autres, quand même, Rafiq al-Hariri, le père de Saad Hariri, a transformé le Liban. Il a payé peut-être cher, mais il a aidé à instaurer la paix et à transformer le Liban tel que Je suis convaincu, on était au Bénin il y a à peu près 2 mois, je suis convaincu que Patrice Talon est en train de faire un excellent travail au Bénin et qu'il va réussir son pari. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien-là, Bassem Loukil. Merci d'avoir invité. Très heureux d'avoir donné cette interview et puis
à la disposition à tout moment.